Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre aux 8 plus une question de fond que vous devez vous poser si vous divorcez. Alors, peut-être juste une rapide présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg et j'interviens en particulier en matière familiale, internationale et un peu plus spécifiquement encore en droit franco-allemand. Alors, les 8 plus une question de fond qu'il faut se poser lorsqu'on divorce. Il y en a 3 si vous avez des enfants et 5 plus une que vous devez dans tous les cas vous poser. Alors d'abord, les conséquences concernant les enfants. Donc 3, je vous le disais. La première, c'est bien sûr où résident les enfants et comment est-ce qu'ils voient l'autre parent. Différentes possibilités. Il y a bien sûr la résidence principale avec le droit de visite usuel, donc un week-end sur 2, moitié des vacances scolaires. Vous pouvez aussi convenir d'une résidence alternée et il y a toutes les possibilités autres. Donc ça peut être une résidence principale avec le mercredi par exemple en plus. Ça peut être une résidence alternée sur des jours, 2 jours, 3 jours par exemple, lorsque les enfants sont plus petits. Tout est possible. Deuxième question, bien sûr, la pension alimentaire, la répartition des frais relatifs aux enfants. Combien paye quel parent pour quels frais? Et la troisième question, en fait, elle va avec la première. C'est le rappel que l'autorité parentale est en principe conjointe sur les enfants. C'est-à-dire que les deux parents doivent être informés de toutes les questions qui concernent la vie de l'enfant et prendre ensemble les grandes décisions pour lui. Grandes décisions, c'est notamment pour la vaccination, pour la scolarisation, peut-être certaines activités. Ça, c'est en principe commun. Donc, une grande question, comment s'informer réciproquement? Comment décider ensemble des choix de vie pour nos enfants? Ça, c'est important de se poser cette question parce que ce sera toute la vie de l'enfant. Alors maintenant, les conséquences d'un divorce qu'il faut prévoir concernant les ex-époux, dans tous les cas, qui en font ou pas, qui n'ont pas d'enfants, hors la question financière. Alors, il y en a 2. C'est assez simple. Il y a la question du lieu de vie de chacun. On doit toujours indiquer que monsieur habitera à tel endroit, madame à tel endroit, ou monsieur et madame habitera à tel endroit. Et puis la question du maintien ou du changement de nom lorsqu'il y avait eu un nom marital qui était différent du nom de naissance. Voilà, les époux doivent dire s'ils souhaitent garder leur nom marital ou pas, sachant qu'en principe, on ne le garde pas, mais qu'il est possible, si l'autre époux y est d'accord, de maintenir l'usage du nom de l'autre époux, et qu'on peut le maintenir aussi, même si l'autre époux s'y oppose, si on a des raisons particulières pour ça. Voilà les 2 conséquences hors financières, et puis, bien plus importantes, les 3 conséquences financières pour les ex-époux. D'abord la prestation compensatoire, les droits à retraite et l'ultime question, la plus importante. Alors, j'ai oublié, pardon, le partage du régime matrimonial. Mon PowerPoint fait quelque chose de bizarre. On y vient donc, le partage du régime matrimonial. Mon PowerPoint fait vraiment des choses bizarres. C'est la question de ce qu'on fait avec les comptes bancaires, avec le patrimoine immobilier, s'il y a une maison, s'il y a des actions, des parts de société, une SCI ou autre. Alors, 2 possibilités, vous n'avez rien prévu au moment du mariage et pas de contrat de mariage. Dans ce cas, c'est le régime légal de la communauté réduite aux acquets qui s'applique. Donc, comment on fait pour le partager? Chacun reprend son propre. Le propre, c'est ce qu'on avait en propriété au moment du mariage. Donc, si j'avais 1 million lorsque je me suis mariée, j'ai le droit de reprendre 1 million. C'est aussi ce qu'on a obtenu, acquis en donation, en héritage pendant la durée du mariage. J'ai hérité encore une fois d'1 million. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Pendant le mariage, ça reste à moi. Donc j'ai hérité d'un bien immobilier, ça reste à moi. Et partage en 2 de la communauté. La communauté, c'est tout ce qui a été acquis par l'un ou l'autre des 2 époux pendant la durée du mariage. Alors j'insiste ici, le fait que monsieur ait perçu tous ses salaires sur son compte à lui, uniquement à son nom, ne veut pas dire que l'argent qui est sur son compte à lui est un bien propre de monsieur. Non, ça reste un bien commun si c'est le produit de son travail pendant la durée du mariage. Donc même le compte ouvert au nom uniquement de monsieur doit être partagé si c'est de l'argent qui a été créé pendant le mariage. Le principe, on reprend chacun notre propre et on partage le reste en 2 dans la valeur. Simple en principe. Si c'est pas prévu par le contrat de mariage, si c'est prévu par le contrat de mariage,
Dans ce cas, ça dépend. Il y a différentes modalités. Ça peut être une séparation de biens. Donc, on n'a que des propres. On garde ce qu'on a sur le compte. On garde ce qu'on a sur l'acte d'achat d'un bien immobilier, peu importe. Un autre exemple, ça peut être la communauté universelle. Donc là, il n'y a rien qui est propre. On partage tout en deux pour la valeur. J'ai la même chose à gauche et à droite pour chacun des époux, ex-époux. Et puis, il y a plein de possibilités de modulation de la communauté. On peut mettre certains biens uniquement en communauté, on peut exclure certains biens de la communauté. Voilà, on peut tout faire, ça peut être réglé par le contrat de mariage. Sachant que le contrat, comme le principe, ne règle que les grands principes. Ils ne vont pas dire quelles sont les valeurs. La maison, elle valait 100 000 euros quand vous l'avez achetée. Il y a eu 50 000 euros de travaux financés en fait que par l'un. Maintenant, elle en vaut 200 000. Comment on fait? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est la question du partage qui va venir après. Ouais. Autre question. Conséquences d'un divorce. Mon PowerPoint fait vraiment n'importe quoi. C'est une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne. Ça devait venir en tournant. C'est la question de la prestation compensatoire. Prestation compensatoire, c'est ce qui est prévu par l'article 270 du Code civil. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre époux une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Autrement dit, les deux époux avaient un bon train de vie, par exemple, parce que monsieur travaillait beaucoup, gagnait beaucoup d'argent, madame travaillait peu, mais s'occupait des enfants. Donc les deux pouvaient avoir une belle maison ensemble. Et puis le divorce arrive, monsieur continue à bien travailler, à bien gagner sa vie, il a toujours beaucoup d'argent. Mais madame n'a plus rien, puisqu'elle travaille beaucoup moins, qu'elle a sacrifié une partie de sa vie professionnelle pour les enfants, que les enfants sont peut-être encore jeunes, il faudra encore passer du temps pour eux, donc elle ne pourra pas travailler tous les soirs et week-ends comme son mari peut-être. Ça crée une vraie disparité. Cette prestation a un caractère forfaitaire, donc c'est une somme d'argent en un coup, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Alors, c'est un capital, c'est souvent une somme d'argent, ce que je vous disais, mais ça peut aussi être, par exemple, un bien immobilier. Voilà. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre. Donc, c'est bien une personne qui paye de sa poche à l'autre une somme. Différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, ça, l'Allemagne ne connaît pas ce principe. Il y avait dans le temps une obligation de payer une pension alimentaire à l'autre époux. Ça n'existe quasiment plus. Maintenant, on considère que l'épouse, c'est souvent elle qui avait le moins d'argent, doit retravailler et elle doit justifier qu'elle a fait toutes les démarches possibles pour trouver un emploi avant de pouvoir demander à son ex d'avoir de l'argent. Alors, ça nous mène au point suivant. Voilà, ça devait tourner. J'arrive après. Bon. Les conséquences d'un divorce, encore une autre différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, qui est celle des droits à retraite. Voilà, on ne redira jamais assez, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a rien à faire au moment du divorce, pas de décision à prendre. L'ex-époux a le droit à une pension de réversion en proportion des années de mariage, selon diverses conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute manière, les époux ne peuvent rien faire par rapport à ça. C'est du droit administratif, en réalité, avec les caisses de retraite. En gros, vous avez été marié 30 ans avec votre ex, qui depuis s'est remarié, mais était marié que 2 ans avant de décéder. Vous avez le droit à une pension de réversion de sa retraite à proportion du temps de mariage avec vous et avec l'autre. En Allemagne, c'est complètement différent. C'est le Versorgungsausgleich. Et le principe, c'est de regarder combien chacun des époux a cotisé à la retraite pendant la durée du mariage et de partager ces sommes-là. Plus exactement, donc si monsieur va avoir cotisé pendant la retraite 2 millions d'euros, je mets des montants importants parce que ça peut être vraiment des montants importants. Et madame a cotisé 100 000 euros, eh bien monsieur a cotisé 1 900 000 de plus. Donc la caisse de monsieur va verser la moitié, donc 950 000 euros, à la caisse de retraite de madame. C'est neutre, entre guillemets, pour les époux, puisque ce ne sont pas eux qui versent et ce ne sont pas eux qui reçoivent. C'est la caisse de l'un qui verse à la caisse de l'autre. C'est protecteur, puisque du coup, il y a des montants importants qui sont versés, mais d'un autre côté, c'est pas tant que ça protecteur, parce qu'en réalité, si le divorce est prononcé alors que les époux sont encore jeunes, pendant toute la durée jusqu'au départ en retraite, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin d'argent pour se reloger, pour acheter tout ce qu'il faut pour se meubler, pour contribuer aux besoins des enfants, etc.
Différence fondamentale, sachant que si vous avez un mariage en France d'époux qui ont cotisé en Allemagne, on peut faire la prestation compensatoire et le péréquation des droits à retraite de droit allemand. Allez voir un avocat qui s'y connaît en droit franco-allemand si vous êtes dans cette situation. Voilà pour mes 8 points de base, et il reste la question ultime. J'avais prévu un suspense, tant pis. Quel type de divorce? C'est vraiment la question qui est pour moi la plus importante. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que pour vous l'important c'est de faire payer l'autre, par exemple parce qu'il a commis une faute qui est pour vous insupportable, vous voulez le faire payer? Ou, oui, je précisais qu'en principe, il n'y a pas d'impact des raisons du divorce sur les effets financiers. Donc, tous les points que j'ai abordés avant, le partage de la maison et des comptes bancaires, la prestation compensatoire, pour tout ça, on ne regarde pas pourquoi le mariage a échoué. Tout ce qu'on regarde, c'est dans quelle situation factuelle on se trouve. Je mets généralement parce que c'est quand même, il y a des exceptions. Dans certains cas, effectivement, si c'est un divorce pour faute extrêmement violent avec des conséquences extrêmement graves, il y a une possibilité d'indemnisation, tenir compte de ça. Mais c'est très rare. Je reviens à ma question. Est-ce que l'important pour vous, c'est de faire payer l'autre? Qu'il soit dit, ça a été un connard. C'est à cause de lui si maintenant je suis dans cette situation. Il doit payer. Pardon pour la vulgarité, mais c'est ce que pensent souvent les gens, parfois les gens. Ou est-ce que pour vous, l'important, c'est de sortir la tête haute et que non seulement vous puissiez sortir la tête haute, mais que tous les autres, votre époux et vos enfants, puissent sortir la tête haute. Pour moi, c'est vraiment essentiel que mes clients puissent dire « je ne veux pas son mal ». Je veux pouvoir me projeter dans un avenir assez serein, donc savoir sur quoi je peux compter, savoir que je vais pouvoir me loger, savoir que je vais pouvoir manger, que je vais pouvoir faire manger mes enfants, que je vais pouvoir éventuellement reprendre une carrière, que je vais pouvoir me réaliser pleinement. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas de faire payer l'autre. Si l'important pour vous, c'est de sortir vraiment en pouvant garder la face, en permettant à l'autre de garder la face, en pouvant, si vous êtes parents, être encore des coparents sur lesquels vous pouvez compter, enfin, sur lesquels qu'il y ait une vraie cohésion parentale. Pas forcément que vous soyez d'accord sur tout, mais que vous sachiez que vous pouvez vous adresser à l'autre, que vous pourrez dire à vos enfants que l'autre parent est important. Dans ce cas, vous pouvez venir chez moi. Si vous voulez faire payer l'autre, ça peut être ok, mais c'est pas chez moi. Si pour vous le plus important c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir un divorce réussi, gagnant-gagnant, en bons termes, c'est douloureux un divorce. On le sait, c'est toujours un échec. Quand on s'est marié, on espérait que ça durerait toute la vie, que ce serait un conte de fées. Et non, et c'est très douloureux. Et on se dit mais voilà, c'est de sa faute, c'est de ma faute. Mais on peut s'en sortir bien avec un beau divorce, vraiment. Et repartir confiant pour la suite en terminant bien cette étape de sa vie, même si ça se termine par un divorce. Si c'est votre cas, vous pouvez venir me voir. Je vous conseillerai avec grand plaisir. Et on verra ensuite, peut-être dans une autre vidéo, quel type de divorce concrètement dans la procédure. Il y a différents types de divorce, les divorces contentieux, donc on va devant le juge. C'est pas forcément toujours la guerre. Ça peut être un divorce amiable devant un juge en réalité. Puis ça peut être surtout un divorce par acte d'avocat, ce que je fais le plus souvent. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc vous l'avez compris, en PowerPoint. Si vous souhaitez vraiment divorcer de manière juste pour vous, mais qui soit aussi juste pour l'autre personne, en vous concentrant sur un avenir serein pour tout le monde, on peut voir ensemble tous les 8 autres effets à régler, comment faire en sorte que ce soit le mieux pour vous, et pour vos enfants, et pour l'autre. Vous pouvez me contacter à canet@alice-canet.eu pour une analyse personnalisée de votre situation. Et n'hésitez pas d'ici là à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai, alors pas forcément directement en commentaire sur cette vidéo, mais peut-être par une autre vidéo, parce que j'aime bien les vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est aussi pour moi toujours une source d'inspiration pour savoir ce que je dois vous dire pour vous aider le plus possible. Merci à tous.